Ancien préfet d'Abidjan, respecté pour son calme et sa rigueur pendant les heures chaudes de notre histoire récente, il a quitté l'uniforme pour enfiler la veste du citoyen engagé, fondateur du mouvement Aube Nouvelle. Il dit vouloir incarner une autre voie, loin des partis traditionnels, loin des jeux d'appareil, loin des clivages ethniques et générationnels. Candidat déclaré à la présidentielle ivoirienne d'octobre 2025, il veut parler au nom des silencieux, porter une rupture, incarner une espérance, mais a-t-il les moyens nécessaires de ses ambitions et surtout la Côte d'Ivoire est-elle prête à l'entendre, ses motivations, sa vision, ses critiques, mais aussi ses silences? Vincent Toby, à nos questions ce soir, répondra à toutes vos préoccupations, chers Ivoiriens. Merci de suivre cette émission. Bonsoir à vous, Vincent Toby. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous. Alors, face à vous ce soir, 3 consultants pour vous questionner durant 60 minutes. Michel Beta, journaliste et DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir Sidik. Et puis, bonsoir notre invité. Arsène Anoma, analyste politique. Bonsoir Arsène Anoma. Bonsoir Sidik. Bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir. Et enfin, Aouma Gaëlakwa, analyste sociopolitique. Bonsoir Gaëlakwa. Bonsoir Sidik. Alors tout de suite, en place à la première articulation de cette émission. Vous êtes candidat déclaré à la présidentielle ivoirienne de 2025. Vous pensez réellement pouvoir être le président de la République ivoirienne ou est-ce une manière élégante d'exister? Merci M. Sidik. Je voudrais vous dire merci à vous et à toute la chaîne Reflet TV. C'est la première fois que je viens sur votre plateau et je suis agréablement surpris parce que ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que derrière les images que vous voyez, j'ai trouvé des jeux, filles et garçons, j'évalue à 25, 27 ans la moyenne d'âge, tous ivoiriens qui font une télévision et je suis impressionné par ce génie ivoirien qui est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on demande, que cette jeunesse soit épanouie et qu'elle ait le grand rôle comme ça et qu'elle porte des défis. Donc je voudrais vous féliciter et profiter de ma présence pour demander à tous les acteurs publics, politiques, administratifs, institutionnels ivoiriens d'accorder du temps pour venir répondre aux préoccupations, pour venir engager des débats sur des chaînes ivoiriennes qui font l'effort d'apporter l'information. Merci beaucoup. Relativement à votre question, nous sommes dans une compétition électorale comme il en existe tous les jours. Il y a différents échelons. Il y a l'échelon local, il y a l'échelon législatif, il y a l'échelon présidentiel. Et nous pensons que nous avons notre voix à dire dans le débat politique actuel. Et c'est pour cette raison que nous avons déclaré notre candidature. Bien. D'aucuns disent que c'est un ancien préfet frustré qui veut le pouvoir et servir ses ambitions, ce qui pousse ces derniers à se lancer à la présidentielle. Que répondez-vous à ces derniers? Certains, c'est qui? Certains Ivoiriens. Qui sont ces Ivoiriens? La scène politique ivoirienne. Ils sont nombreux. Maintenant, ça m'étonnerait qu'ils soient Ivoiriens parce que je n'ai pas été chassé de mon poste, j'ai démissionné. Et quand j'ai démissionné, je suis allé dans les responsabilités encore plus importantes au niveau international. Et j'ai mis en place un mouvement avec les collègues qui a fait un grand travail de sensibilisation en Côte d'Ivoire. J'ai écrit énormément de livres. Je connais la Côte d'Ivoire, je connais aujourd'hui les 4 continents. Donc, je ne sais pas d'où sort la frustration. Je suis parti de moi-même. Et je mène des activités telles que j'ai toujours voulu, comme ça articule ma vie. Donc, être là sur la scène politique pour prendre un nouveau combat, je ne vois pas où se trouve la frustration. Monsieur Sidik, quand vous avez l'opportunité de travailler en Polynésie, au Kenya, en RDC, je ne sais pas, dans tous ces pays au monde, je pense que vous avez un sens de réalisation et d'accomplissement. Non, il n'y a aucune frustration. C'est juste une contribution dans la droite ligne de notre vie à nous, parce que avant de venir en Côte d'Ivoire, nous travaillions dans certaines institutions et nous avons travaillé en Côte d'Ivoire. Non, il faut enlever cette croyance des Ivoiriens de toujours. Non. Si nous voulions avoir la gloire et les ordres de la République, il y aurait eu des moyens pour les avoir. Mais nous voulons un impact sur la vie de nos populations. Nous voulons contribuer à l'amélioration de la vie et améliorer également le cadre d'exercice de la démocratie et participer au développement. Bien, Arsène Anoma. Bon, d'abord, au départ, la présentation, j'étais un peu perdu. Comment souhaiterez-vous qu'on vous appelle? Monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, monsieur le président ou tout simplement monsieur Vincent Toby? Appelez-moi comme vous voulez, mais pour vous donner juste un peu de précision, c'est dans l'héritage colonial qu'on appelle les préfets et gouverneurs, et c'est resté jusqu'aujourd'hui, parce que les gouverneurs étaient responsables des circonscriptions, ce qui correspond aujourd'hui au préfet. Donc dans l'acception coloniale, on dit gouverneur,
Et je pense que ça nous plaît bien, parce qu'en effet, nous gouvernons nos territoires. Et si vous voulez, vous pouvez également, monsieur le préfet, si vous voulez vous en tenir au titre tel que nos nominations le montrent. Voilà. D'accord. Ma deuxième question, je voulais vous demander, est-ce que les Ivoiriens peuvent vous faire confiance? Vous aspirez à gouverner la Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriens peuvent vous faire confiance? Parce qu'il y a certains Ivoiriens qui pensent qu'ils ne peuvent pas vous faire confiance. Comme on le dit vulgairement en Côte d'Ivoire, ils disent qu'on ne peut pas attacher bagage avec vous. Ils estiment que vous avez lâché votre ex-patron, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, au moment où il avait le plus besoin de vous. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, les Ivoiriens peuvent me faire confiance. Ils peuvent me faire confiance parce que j'ai une histoire avec le pays. J'ai une expérience qui n'est pas limitée qu'à la Côte d'Ivoire. J'ai fait certaines choses ici dans le pays en tant que fils du pays. Et donc, c'est ce que je propose aujourd'hui. À d'autres niveaux de responsabilité, ces mêmes Ivoiriens avaient affirmé leur confiance. Jusqu'aujourd'hui, vous aviez parlé tout à l'heure de Home Nouvelle, mais ce sont des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Et c'est des dizaines de milliers qui sont légalement inscrits dans nos registres. Et ce sont des centaines et des centaines d'Ivoiriens qui prennent de leur temps, de leur argent, de leur énergie, de leur inventivité pour accompagner, pour exécuter des activités sur le terrain. Maintenant, quant à l'autre allégation, je ne sais pas de quoi on parle. Hein. Moi, je crois que j'ai rendu hommage. Si vous parlez d'Ahmed Bakayoko, dont la famille est frappée encore par un drame, par le départ de son grand frère, je compatis totalement et j'ai rendu hommage à Ahmed Bakayoko. Ça a déplu à certains d'ailleurs. J'en ai entendu un me dire tout à l'heure. J'ai lu des extraits de votre livre. Voilà, ça a déplu, mais j'ai de la reconnaissance profonde et éternelle vis-à-vis de mon patron Ahmed Bakayoko qui m'a fait venir en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et donc, c'était une carrière. Et les gens ne savent pas les relations que j'avais avec Ahmed Bakayoko jusqu'à son décès. Donc, je peux laisser les gens gloser. Moi, je valorise l'humain, le cœur. Et Ahmed Bakayoko, avec du cœur, avait beaucoup de choses importantes dans sa vie, avait peut-être une vie, des aspects de sa vie, comme nous tous ailleurs, des aspects qui peuvent être critiqués par d'autres personnes, mais c'était un homme de valeur. Je l'ai servi avec loyauté jusqu'à son décès. Et je dis qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, il pourrait apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Donc, ne parlons pas de choses qu'on ne sait pas. Monsieur le Président, bonsoir. Alors, vu l'ensemble de vos activités et de tout ce que vous menez, et même de vos discours, vous portez un discours d'espoir et de renouvellement. Mais quelle est l'ambition qui vous anime? Et devenir président, pour vous, est-ce une manière de réconcilier les Ivoiriens ou bien est-ce que c'est une manière de rompre avec la classe politique actuelle qui, pour certains analystes, trouve essoufflée? Monsieur Akpa, vous avez cité toutes les raisons de notre engagement. C'est tout cela en même temps. C'est d'apporter un discours nouveau, c'est pour rompre, pour réorienter notre façon de vivre la politique, c'est pour apporter de l'espoir aux Ivoiriens. Parce que nous avons vécu dans un cycle de gouvernance qui a certainement donné à des occasions quelques résultats que nous avons eu le temps d'apprécier. Mais aujourd'hui, on a besoin d'autres aspirations, on a besoin d'autres orientations. Et comme je le dis dans certains plateaux, on a besoin de mettre une âme dans le béton qui a été coulé pour donner un peu plus d'humanité à des décisions politiques et à la gestion de notre pays. Donc nous apportons cet espoir-là. Et ce n'est pas un espoir vain. Et je répète, nous avons quand même travaillé ici en Côte d'Ivoire. Et tout le monde a vu ce que nous avons fait. Mais ce même travail, nous l'avons fait à l'international. Nous avons apporté de l'humanité dans les pays déchirés. Et donc nous disons aujourd'hui qu'il est temps pour une jeunesse. Je vous parlais tout à l'heure de l'inventivité des jeunes Ivoiriens. Regardez, il y a au moins 4 jeunes filles maquilleuses, cadreurs, voilà, qui sont dans ce plateau, mais qui ont besoin aussi d'inspirer. Demain, peut-être qu'elles vont prendre la place de Sidi, qui lui va monter. Ceux qui sont de l'autre côté là-bas, les jeunes que j'ai vus derrière la baie vitrée, il faut nécessairement faciliter cette évolution pour que cette jeune fille qui est en face de moi ici ne reste pas 20 ans derrière une caméra. Quelle est l'opportunité de créer sa chaîne demain? Donc c'est ce qu'on veut porter. On ne veut pas rester là, cloîtrer la Côte d'Ivoire et attendre comme ça dans la marge, avec toute l'expérience que tous ces jeunes ont, d'attendre que les choses arrivent sans qu'on y influence, sans qu'on y mette nous-mêmes la volonté de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour porter cet espoir, pour que vous, demain, vous soyez candidat à la mairie, au conseil régional des Grands Ponts, parce que vous êtes de la région des Grands Ponts, que lui, demain,
il soit, bon, lui, de toute façon, il a une tendance politique qui est connue, donc il est déjà engagé politiquement. Donc demain, il soit maire, il soit député, il soit président. C'est cet espoir qu'on veut porter. Il faut que faut déconstruire la Côte d'Ivoire de l'impossible. C'est pas possible, c'est pas possible. Notre génération ne veut pas d'impossible. On peut tout rendre possible par cette volonté-là. Et donc, c'est cet espoir que nous voulons porter, et cet espoir porté par des propositions concrètes que nous discuterons peut-être sur ce plateau. Alors, j'ai rebondi pour dire que dans un contexte ivoirien marqué par la réelle politique, pensez-vous que la morale peut encore être la stratégie politique pour gagner en Côte d'Ivoire, quand on sait un peu ce qui se passe au plan... C'est une très bonne question que vous posez, M. Akpa. Et certains disent, ah, mais c'est illusoire. Et je le répète, ce n'est pas pour donner l'impression qu'on a eu une expérience à l'international. Dans ma vie professionnelle, j'ai vu des pays effondrés qui se sont relevés. Ma première expérience internationale a été le Rwanda. Je suis arrivé au Rwanda avec des murs criblés de balles partout. La guerre venait pratiquement de finir et le pays, après même 10 ans, était en reconstruction. Mais aujourd'hui, tout le monde est gai, tout le monde est fier d'aller en séminaire, d'aller en visite au Rwanda. Parce qu'il y a une volonté. J'ai vu des pays totalement à terre, mais qui aujourd'hui sont montés comme des pays qui étaient en haut, comme l'Afrique du Sud. C'est cette volonté qui manque en Côte d'Ivoire? Oui, mais je veux dire, il parle de morale qui est impossible, de valeurs qui sont impossibles. Non. Et puis, ce n'est pas de notre génération. Nous sommes la génération des possibles. Nous pouvons tout transformer si nous le voulons. Si nous y mettons le savoir dont on a été doté par Dieu et par notre éducation. Donc, pour moi, tout peut être fait. Il n'y a aucune désillusion ni aucune déception. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous de mettre des décisions qui réorientent. Je vous donne un exemple. J'ai pris mes fonctions de préfet, j'ai entendu parler de cette question de Niabro. Je demande c'est quoi? On dit non, c'est la mafia du transport qui terrorise les Abidjanais. Mais pourquoi ils sont là? Alors, parce qu'on ne peut rien faire. Ben, pourquoi on ne peut rien faire? Alors, avec toutes les forces, on a mis des actions qui, aujourd'hui, ont abouti à des résultats. Et aujourd'hui, le mot Niabro, là, ce n'est pas quelque chose que les gens sont fiers de porter. Certes, il y a des syndicats, il y a encore des résidus dans ce domaine, mais les gens ont compris qu'on voulait mettre de l'ordre. Et c'était la question aussi de la drogue autour des établissements scolaires. Je suis contre cette résignation-là. On ne peut rien faire. Ah, il est dans l'illusion. Ça, ce n'est pas possible. Non, ça, c'est la Côte d'Ivoire du possible, c'est nous. Nous allons rendre le rêve possible. Nous l'avons déjà montré et nous voulons le faire avec vous. Bien, Michel Betta. Oui, monsieur le préfet m'a déjà stigmatisé. Il a dit que j'avais un camp, contrairement à lui. Il n'a pas le courage de ses opinions, peut-être. Sinon, pour moi, je pense que vous êtes comptable aussi de la gestion du RAIDP. Parce que vous vous souvenez qu'en 2020, vous avez pris un arrêté préfectoral pour interdire les marches de l'opposition. Et pendant que le RAIDP bâillonnait l'opposition, et je dis la violence était de règle au sein de ce pouvoir-là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déterminer comme quelqu'un de neutre. Bon, je ne crois pas que vous êtes neutre. Je n'ai jamais pris d'arrêté pour interdire une marche. En 2020, septembre 2020? Non, septembre, je n'étais pas en fonction, moi. Je suis parti de mes fonctions en août 2020. Donc, tout ce qui est arrivé après, je n'étais pas en fonction en septembre 2020. C'est pas votre arrêté. J'ai quitté mes fonctions le 26 août. Mais j'ai géré... Vous avez été remplacé. Oui, mais donc, si un acte administratif a été pris sans que moi je l'ai signé, sans que j'ai été dans cette administration, on ne peut pas m'imputer un acte administratif. Mais j'ai géré dans mes attributions la sécurité. Donc, j'ai géré des aspects sécuritaires sur les marches, sur des activités. Et je les ai gérés. Allez demander à vos collègues qui, à l'époque, vous étiez encore dans le RAGP. Non, vous étiez déjà, je crois, il y avait déjà une discussion qui partait. Mais tous vos collègues de l'opposition qui sont là, demandez-leur comment nous gérions ces activités. Demandez-leur le niveau de consultation. Et je me rappelle même que nous avions facilité la tenue d'un meeting au stade Faux-Boigny de l'opposition. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui, on l'a fait depuis que je suis directeur de cabinet. On avait la mission de faire en sorte que le pays fonctionne, mais sans qu'on ait à recourir à la violence pour ramener la sécurité. Et vos collègues, en tout cas vos responsables, les responsables politiques, sont au courant de la façon dont nous fonctionnons. C'était beaucoup de consultations, beaucoup de discussions. Des gens qu'on appelait pour dire attention, vous allez aller dans tel endroit, ça risque de poser un problème pour tel cadre. Nous vous essayons de faire cela. Et nous assumons parce que c'est pour la sécurité. Aujourd'hui, si je suis encore un responsable politique, administratif, il y a des décisions qu'on doit prendre pour le bien de la population. Mais on n'a jamais pris des décisions dans le cadre de la répression des libertés ici en Côte d'Ivoire. Bien. Alors, en 2020, lors de la présidentielle,
On entend que Vincent Toby est candidat à la présidentielle et vous dites que cette candidature n'a pas été déposée par votre propre personne et que c'était un groupe de personnes organisées qui auraient déposé cette candidature. 2025, à la grande surprise, Vincent Toby est candidat déclaré à la présidentielle ivoirienne. À quel moment êtes-vous senti appelé à sauver la République ivoirienne et par qui? Bon, je profite de votre micro ici pour demander aux jeunes qui sont allés en 2020 de revenir à nouveau. Je les cherche depuis, je les ai plus. Ce n'est pas trop tard. Non, je ne les ai pas rencontrés depuis. Je ne les ai pas rencontrés, donc je les appelle. Ça peut être peut-être certainement trop tard, mais ce serait symboliquement bien qu'ils viennent m'accompagner pour aller déposer ma candidature à la commission électorale. Mais 2025, nous avons fait un cheminement. Un cheminement, comme je disais, personnel, un cheminement avec Dieu, un cheminement avec le peuple de Côte d'Ivoire, en visitant pratiquement toutes les régions de façon permanente pour comprendre les préoccupations des populations. Et une élection, c'est beaucoup de niveaux. Ce n'est pas la déclaration de candidature qui fait de vous un présidentiable, mais un candidat. Il y a tout le travail de conception, de stratégie, de contact, de discussion, d'appréciation, de mise en place de mesures. Et toutes ces stratégies qui sont élaborées, c'est ça qui vous permet d'arriver. La déclaration de candidature n'a que l'effet événementiel porté devant le public, mais derrière, il y a tout un travail, tout un cheminement sur lequel un jour, si j'ai l'opportunité de revenir sur votre plateau, on va vous dire les différents segments qui constituent ce cheminement pour arriver à la déclaration des candidatures, mais également à exercer votre volonté dans un canal très bien classé, avec une vision qui est portée par le projet de société, qui peut durer, dont la conception a duré pratiquement 2 ans. Et donc, c'est ça qui nous permet de dire, nous sommes prêts, nous sommes candidats à ces élections de 2025. Mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché cette candidature? Le déclencheur n'est pas un effet instantané. C'est tout un cheminement. C'est l'examen du climat politique général. C'est cette classe politique, je dirais, statique. C'est cette petite caste de politiciens professionnels qui organisent le pouvoir entre eux, qui soient de l'opposition du pouvoir, de passer le pouvoir à tel parti, ensuite à tel parti, à tel individu, de telle sorte que si demain, M. Sidik, dans une localité particulière, veut être candidat, on dit non, ce n'est pas possible. D'où il vient? Il est trop jeune pour être là. Et donc, c'est tout ce cheminement. Ensuite, c'est notre vision du développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons une vision pour l'agriculture, pour l'économie, pour l'entrepreneuriat, pour l'industrialisation, pour la santé, pour l'éducation, pour tous ces secteurs. Nous avons une vision pour l'emploi des jeunes, pour l'éducation des jeunes, que nous voulons porter. Et c'est au bout de tout ce cheminement, de ce travail qui est fait. Pas seulement ici, hein, parce qu'à un moment, je dis parti dans certains pays tels que Cuba, tels que Venezuela, tels que Panama, tels que même à la frontière syrienne, pour comprendre comment les gens vivent, comment un peuple chute, comment il remonte, comment on formalise, comment on capte le désir de la population et comment on met en œuvre des projets de développement. C'est tout ça qui arrive à une maturation avec, bien sûr, tous ceux qui sont avec vous. Et c'est cette maturation qui vous permet de dire, je suis prêt, je peux y aller. Bien. Michel Betta. Monsieur le gouverneur, vous dites dans une de vos interviews que j'ai suivies, vous avez dit que la Côte d'Ivoire doit rompre avec ce cycle d'élections catastrophiques. Pensez-vous que les élections à venir peuvent garantir de sortir de ce cycle d'élections catastrophiques-là, quand on sait qu'aujourd'hui, la CEI, comme vous le constatez, beaucoup de partis politiques ne sont plus. La CEI, qui sait pertinemment que la liste électorale est truffée d'irrégularités, demain va la publier. Est-ce que vous pensez que cela peut nous garantir des élections crédibles et transparentes? Et surtout avec l'exclusion de certains candidats. Au risque de répéter, de lasser certainement certains téléspectateurs qui regardent différentes chaînes, je dis que la Côte d'Ivoire n'est pas en train de mettre en place les conditions de la tenue sereine d'élections présidentielles. Je l'ai déjà dit. On a posé la question de la CEI, j'ai déjà répondu, la question de la liste électorale. Et je dis, quand il y a autant de sujets qui fâchent au sein des partis politiques, il y a lieu de revoir la marche que nous imprimons à nos élections. J'espère, et moi je suis très confiant avant de rentrer sur ce plateau, quelqu'un me disait non, tout est déjà pipé, les dés sont déjà jetés. Avec l'expérience que j'ai eue dans la gestion des élections dans un certain nombre de pays, j'espère que tout pourra rentrer dans l'ordre, que tout pourra se décanter. Et je dis que la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à se diviser à chaque élection. Il faut qu'à un moment donné, on puisse rompre ce cycle de violence et permettre à tout le monde d'aller aux élections et que le peuple seul décide de qui est mieux placé pour le diriger. Monsieur le Président, il y a 4 jours, vous avez écrit
et ceci sur l'un de vos réseaux sociaux que je ne vais pas citer, le parrainage est une injustice électorale et un poison pour notre démocratie chancelante. Voyez-vous en le parrainage une forme d'exclusion pour certaines personnes ou bien de discrimination, une forme de discrimination? C'est tout. C'est l'exclusion et c'est la discrimination. Et je parle à certaines personnes qui ont dit « Ah non, c'est parce qu'il n'est pas sûr d'avoir les 1%. » Non, ils n'ont pas compris techniquement ce que ça représente. Le parrainage, c'est un prévote. C'est-à-dire, vous, M. Gaël, vous décidez de me parrainer. Et vous remplissez une fiche avec votre numéro de téléphone, certains détails de votre vie, vous me donnez la fiche. Ou alors je remplis pour vous devant vous. Je prends votre numéro de carte d'électeur. Et comme vous, là, je vais collecter des dizaines de milliers de parrainages. Et quand j'arrive chez moi, à Abidjan, je compulse tout cela, j'en fais un document unique et je vais le poser à la commission électorale. N'importe qui à la commission électorale peut savoir que M. Gaël m'a parrainé, avec ce que ça peut comporter comme risque demain pour un pays pareil. Si la commission électorale avait un système informatique, il y a un autre piège. Moi, je peux aller chez moi à Dabou, ou bien chez moi à Zionoula, dans la Maro, ou alors chez moi à Kassamblé ou à Blocos. Et je dépose ma table pour recueillir les parrainages. Quelqu'un peut venir me parrainer pour dire je veux voter pour vous. Mais derrière, il a déjà parrainé quelqu'un d'autre. Mais si moi je prends ces parrainages-là, que je vais à la commission électorale, qu'elle croise, elle va se rendre compte que non, avant moi, quelqu'un est passé et que cet individu-là a déjà parrainé. Donc lui, son parrainage sur ma liste est déjà invalidé. Donc tant qu'on n'a pas de dispositif informatique qui permet à chaque individu de parrainer en cliquant et en faisant en sorte que son clic soit unique et qu'il n'ait pas parrainé beaucoup de personnes, il y a encore des déficits dans le parrainage. C'est pour cette raison qu'on dit de faire attention, et je le répète, il y a 4 niveaux qui sont compliqués. Il y a le niveau que je disais technique, c'est vraiment assez... Regardez quelqu'un comme le président Erdogan, très aimé dans son pays. Mais toutes les élections municipales dans la capitale Istanbul, il a perdu. Ça veut dire que c'est possible qu'il n'ait pas un parrainage alors qu'il est très fort dans l'opinion, par exemple. Donc, ce sont des choses que les gens doivent comprendre techniquement. Et j'ai répété ici les 4 éléments qui font que nous avons de la réserve vis-à-vis du parrainage. Le premier, il est technique. C'est tout ce que je vous ai dit sur le processus technique qui va s'organiser. Le deuxième, il est sociologique. On est en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'une région peut dire ne parrainez pas telle personne. Il va venir ici. Ça arrive tout le temps. C'est ça. Le troisième, il est politique. La participation politique est basse. À supposer que nous ayons 10 candidats qui cherchent le parrainage et qui vont en même temps dans les régions. Ça fait combien? On aura 10% de l'électorat qui va parrainer. Chacun de nous va chercher 1%. Donc, cette participation qui est politiquement basse en Côte d'Ivoire, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure dans les chiffres, ne permet pas même une adhésion populaire. Les gens peuvent parrainer. Et dernier niveau, c'est le niveau sécuritaire. Si je sais que tu m'as parrainé, que tel m'a parrainé, je peux rentrer dans les dossiers de parrainage et menacer des gens, ou alors les amener à renoncer à leur parrainage, ou alors les intimider. Et c'est pour toutes ces 4 raisons qu'on a dit, il faut aller. Le président Alassane Ouattara a été candidat invalidé en 1995. Il a été également en 2000. Mais le président Laurent Gbagbo a été candidat devant Houphouët-Boigny en 1990. Il n'y a pas eu besoin de parrainage. Le président, la Côte d'Ivoire s'est ouverte à toutes les candidatures. En 2020, en 2010, pardon, tout le monde a participé sans qu'il y ait problème. Le problème du parrainage, là, c'est souvent peut-être pour avoir des candidatures qui ne soient peut-être pas fantaisistes, mais la participation populaire est importante. Enfin, je donne le cas d'un pays comme la RDC qui est grand, 2 344 000 km², qui est très grand, qui est vaste. Et le déploiement de la logistique électorale est compliqué. Mais malgré ça, on ouvre le parrainage. 26 candidats. On laisse tomber le parrainage. 26 candidats qui participent. C'est pour l'inclusion, c'est pour la démocratie. Parce qu'on sait que quelqu'un peut quitter à Kinshasa pour aller parrainer dans une province qui est éloignée. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons que je dis, favorisons. Autant je demande que les listes électorales soient consensuelles, que la commission électorale soit consensuelle, autant je dis que le parrainage peut exclure certaines personnes. Sinon, nous sommes prêts. Nous avons, avec les sciences modernes, nous avons essayé de moderniser notre approche du parrainage. Donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau. Donc, vous avez des propositions dans ce sens? Oui, bien sûr, nous avons des propositions, mais la commission électorale reste maîtresse, reste reine de la conduite du processus électoral. D'accord, on retient que vous avez des propositions. Bien sûr, mais vous le savez. Merci, Arsène Anoma. Monsieur le préfet, en toute objectivité, comment jugez-vous vos chances à la présidentielle d'octobre 2025? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que depuis vos déclarations de candidature, vous vous sentez menacé
vous vous sentez, je ne sais pas, à l'aise, il n'y a pas, rien à changer dans votre quotidien. On ne peut pas dire que, par exemple, parce que vous avez décidé d'être candidat, il y a des choses exceptionnelles, il y a des choses, par exemple, voilà. Et ma troisième question, comment jugez-vous la gouvernance du RHDP depuis sa prise de pouvoir en 2011? S'il arrivait qu'au soir du 25 octobre 2025, vous êtes élu président de la République de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous allez conserver? Qu'est-ce que vous allez améliorer? Qu'est-ce que vous allez abandonner? Ce sont des grandes questions hein, qui nécessiteraient tout ce débat-là. Hein? On peut. Oui, si je n'avais pas évalué les chances, ce n'est pas seulement moi, mais il y a toute une équipe derrière moi, une équipe ici et dans différents endroits du monde. Si on n'avait pas fait un travail minutieux, justement, d'analyse, d'évaluation, on ne se serait pas lancé dans un tel cheminement politique qui, dans le cas de la Côte d'Ivoire, peut être risqué à tout point de vue. Mais je l'ai dit ailleurs, je le dis encore, les partis politiques, malgré leur puissance, ne réussissent pas à ramasser tous les électeurs de Côte d'Ivoire. Nous avons un taux de participation qui est toujours assez bas, qui ne frôle pas les 80, les 90%, les 70%. Et ça, c'est parce que la participation, ça peut s'expliquer avec beaucoup de raisons, dont l'une des raisons est que les gens ne se reconnaissent pas dans la vie de certains partis politiques. Donc, nous avons les chances. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Et nous voulons, quand nous allons arriver aux étapes du projet de société, il y a des choses que nous allons présenter aux Ivoiriens. Deuxièmement, sur la question sécuritaire, non, pas directement. Moi, je n'ai pas été menacé depuis que je suis candidat. Je n'ai pas été menacé, mais je sais le type de pression qu'on peut avoir. Ça peut être des pressions personnelles que vous avez, bien des amis, bien des groupes, cela. Mais donc, ça existe, c'est réel? C'est réel? Je n'ai pas été menacé par un appareil d'État. Je n'ai pas été, parce que j'exerce mes libertés consacrées par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. J'ai aucune menace. J'ai rencontré beaucoup de félicitations de plusieurs personnes de différents milieux. Et j'ai eu d'ailleurs, les heures qui ont suivi ma déclaration de candidature, on a eu des milliers de personnes qui ont rempli le formulaire que j'ai mis en ligne. Des milliers de personnes. Les appels n'en finissent pas. Et même dans ce studio, vous avez quelques personnes qui se sont déplacées spécialement pour venir nous accompagner. Donc, je vois une effervescence un peu partout dans tous les milieux. Les contributions ne cessent pas. Donc, nous sommes en train d'organiser tout cela et nous disons qu'il y a une voie. Il y a une voie pour le RHGP, il y a une voie pour le PDCI, il y a une voie pour le PPAC, pour le FPI, pour le DPCI. Il y a une voie également pour les personnes qui ne sont pas dans ces partis politiques. Et il y a énormément de personnes qui se sont déjà manifestées pour contribuer à notre campagne. La gouvernance du RHGP dont vous parlez, ça pourra faire toute une émission. Cette gouvernance, j'ai déjà dit ailleurs les éléments qu'on retient positivement de la gouvernance, mais il y a également des passifs de cette gouvernance. C'est justement une partie des passifs qui nous amène à être candidat. Il y a des passifs sur la question, et ça tout le monde en parle, qui est devenu maintenant un sujet galvaudé, de la redistribution. Le passif de la question de l'éducation, le passif de la jeunesse, qui ne se retrouve pas beaucoup. On a 75,6% des Ivoiriens qui ont moins de 35 ans, pardon, mais dont beaucoup ne se retrouvent pas dans les horizons de notre pays. Et il y a beaucoup même le monde rural aujourd'hui, il y a la question de la santé. Mais je l'ai toujours dit, c'est un travail à continuer, et nous voulons porter notre vision sur ce qui a été déjà fait, mais nous voulons également trancher sur certaines orientations qui ne nous semblent pas opportunes pour cette Côte d'Ivoire unie et réconciliée. Et nous avons ce projet-là que nous allons détailler entièrement quand nous allons arriver au niveau des campagnes. Excusez-moi, vous avez parlé de passif, vous êtes un administrateur, donc l'administration c'est une continuité, mais vous n'avez pas parlé des actifs. Non, je vous ai dit, mais j'ai commencé par les actifs. On m'a dit que vous êtes proche du RHGP, donc vous tenez à ce que je sois ici en train de passer les lauriers. J'observe le gouverneur, le candidat à la présidentielle, et je me demande, est-ce qu'il a un ancrage national? C'est-à-dire, est-ce qu'il a des représentants un peu partout en Côte d'Ivoire pour espérer vraiment, parce qu'il faut avoir des représentants dans les bureaux de vote, c'est plusieurs centaines de bureaux de vote, des milliers de bureaux de vote. Est-ce qu'il a un ancrage national pour pouvoir se déployer dans toutes ces zones-là? Et la deuxième préoccupation, je dis, de quel bord politique il se sent proche en Côte d'Ivoire? Il se sent proche du RHDP, du PDCI, du PPAC, de gauche, de droite. Bon. Donc, on a un ancrage, vous voulez dire, est-ce qu'on a des cellules sur le plan national? Oui, c'est tout ce travail qui a fait que nous avons pris du temps. Tout ce travail de représentation nationale. Et nous avons eu des cellules un peu partout dans le pays. Et je vous ai dit, moi-même, je tourne dans le pays. Vous voyez? Maintenant, bien sûr, il y a des défis logistiques dans tous les pays. De 11
11 000 lieux de vote, comme la commission, plus de 11 000 lieux de vote, et 25 000 bureaux de vote, tels que la commission électorale a défini hier lors de la conférence de presse du président de la commission électorale. C'est un défi. Mais c'est un défi que nous pouvons soulever avec tout le monde. Par la combinaison des alliances, nous pouvons arriver à accomplir cela. Mais il y a des mécaniques aujourd'hui, des techniques de suivi des élections qui permettent de couvrir. Une élection présidentielle coûte cher. Est-ce que vous avez les moyens? Alors, on vient de poser cette question. C'est bizarre, mais on pose les mêmes questions. C'est vrai, une élection présidentielle coûte cher. Mais vous ne vous êtes pas demandé pourquoi elle coûte cher, elle coûte autant cher, cette élection présidentielle. Elle coûte cher pourquoi? Il y a la logistique, il y a tout ce bailliage-là national. Voilà. Et l'autre aspect, c'est quoi? La logistique, il y a la campagne. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais l'autre aspect, c'est quoi? L'autre aspect, c'est l'achat de conscience. Bien. Vincent Tobi et Michel, c'est l'achat de conscience. C'est la réclame publicitaire. On revient juste après pour la suite de cet entretien. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Je tiens à rappeler à toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche que notre invité du jour est Vincent Tobi, candidat déclaré à la présidentielle ivoirienne d'octobre. Avant la pub, vous avez la parole. Allez-y. Oui, je répondais aux préoccupations de mon ami sur le coût des élections. Les élections coûtent cher. Pour la logistique, c'est vrai. Et la Côte d'Ivoire a dépensé des milliards, des dizaines de milliards, ce n'est pas des centaines de milliards, en 2010 pour les élections post-crise. Mais une partie du coût des élections, c'est l'argent, là, c'est les achats de conscience. Là. C'est tout ça, c'est les ambulances, les églises, les mosquées, les maisons qu'on offre à des gens qu'on construit ici pour avoir les faveurs des populations. Une partie de l'argent, c'est l'argent que vous donnez au meeting, là, pour que les gens viennent à votre meeting. C'est l'argent que beaucoup de partis distribuent, c'est les cas, c'est les pains sardines qu'on donne. C'est tout ça qui fait qu'une élection est chère. Mais une fois que vous mettez en place le cadre transparent d'une élection, tout ça ne compte plus. Parce que j'ai vu ça. Dans les pays où on a distribué comme ça, mais en fin de compte, le pouvoir tout puissant a perdu. C'est pour cette raison que nous demandons des élections transparentes en Côte d'Ivoire. Pour que le peuple décide. Il peut manger vos pains sardines, prendre votre argent, vos 5 000, vos 10 000, mais ils diront le mot qui est dans leur cœur au niveau des urnes. Et c'est pour cette raison que nous exigeons une élection transparente. Oui, une élection coûte cher, mais elle coûte cher par beaucoup d'artifices qui ne sont pas tous justifiés. Et les autres artifices, notamment l'accompagnement, vous pensez que, quand on parle du Sénégal, vous pensez que c'est trop loin, c'est trop idéal. Non. Parce que Sonko et Yoma, ils avaient combien pour repartir les gens dans les bureaux de vote? Ils avaient combien? Parce qu'il y avait une volonté de changement. Et tout s'est fait, c'est qu'ils avaient besoin d'une masse d'argent. Et il y a beaucoup de pays comme ça, où malgré la circulation de l'argent, les gens ils ont voté pour le changement. Et nous croyons que le peuple ivoirien est là. Vous le voyez dans les réseaux. Vous voyez cette aspiration au changement, cette effervescence pour le changement. Ça veut dire quoi? Ce ne sont pas des machines, des robots qui parlent dans la presse et dans la place publique. Ce sont des individus qui ont une aspiration. Et cette aspiration, nous pouvons l'organiser pour y faire le changement en Côte d'Ivoire. Bien. Alors, quelle est votre lecture réelle des cas Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Tidjane Thiam? Et puis également l'opposition qui veut des élections inclusives, mais sans Alassane Ouattara en octobre prochain. Réaction? Je l'ai dit tantôt sur certaines interviews, une élection où les grands leaders politiques ne participent pas, de par des faits externes, pas de par les faits eux-mêmes, est une élection vouée à risque. Et nous, en Côte d'Ivoire, on a évalué ce risque en 2010 et on a permis que tout le monde soit candidat. On a pris toutes les mesures pour. Et on a fait des élections, même si... Vous êtes en train de dire que Laurent Gbagbo est exclu des élections? Non. Oui, mais pour l'instant, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, c'est le président de Laurent Gbagbo. Bien, exclu par le fait du pouvoir? Non, je n'ai pas dit ça, mais je constate qu'aux dernières listes qui ont été affichées, il n'était pas sur la liste, que Blé Goudé ne l'était pas également. Et donc, aujourd'hui, j'attends. Et je vous dis encore, j'ai espoir. Hein. Les listes seront affichées demain. C'est quand les listes seront affichées qu'on pourra faire des conclusions réellement sur l'exclusion. Je parle du principe général d'une participation ouverte aux élections qui me semble un principe fondamental pour la paix dans un pays. Et je vois certains militants de partis politiques qui tirent profit, qui sont contents. Mais ces mêmes partis, par le passé, ont été victimes de ces décisions-là, arbitraires. Et ils seront certainement victimes aussi plus tard d'un autre régime qui va vouloir exclure des gens. Donc j'attends que la liste sorte demain pour tirer les conclusions. Mais personnellement, et avec tout le groupe qui nous accompagne, nous voulons une large participation qui est la seule voie pour garantir la paix en Côte d'Ivoire. Bien, Gaël, là quoi? Bien, Président, dans la plupart de vos interviews, vous citez beaucoup le Sénégal. Quels sont vos liens avec ce pays? Et puis, vous rêvez-vous un destin à la Diomaye Faye en Côte d'Ivoire? Deuxième volet, rapidement.
certains cadres du parti au pouvoir, très souvent, lorsqu'ils veulent parler des candidats, des potentiels candidats à la présidentielle, ils ont pour habitude de dire tel parti politique ou bien tel individu n'a pas de députés, n'a pas d'élus, donc il ne pèse rien. Vous, quel est votre commentaire à ce niveau? Ouais. Je prends très peu maintenant. J'ai écrit ce matin quelque chose sur Diomaye Faye, le président sénégalais, et le premier ministre sénégalais Sonko, juste pour montrer aux jeunes qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles et pour ensuite la réponse à mon frère ici. Je prends le cas du Sénégal pour montrer aux gens que tout est possible dans un pays. Regardez un peu ce qui s'est passé. Le cas du Sénégal, ça nous rappelle la CAN, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où tous les pronostics partent de façon défavorable pour la Côte d'Ivoire. Après le 4-0. Mais aujourd'hui, le Sénégal, quand vous le prenez comme cas, les gens ils font abstraction de beaucoup de choses. Et les Ivoiriens estiment que non, le Sénégal, ce n'est pas un cas, ce n'est pas la même chose. Et les Ivoiriens, ils aiment ça. Ils aiment particulariser leur pays comme si la Côte d'Ivoire était sur la planète Jupiter. Non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays comme tous les autres. Et qui, bien sûr, peut avoir certaines choses. Mais le Sénégal a des ressorts traditionnels. Il y a des chefs traditionnels, des chefs religieux qui sont forts, qui ont une certaine influence. Et puis, ils ont un certain élan démocratique. Et le Sénégal n'a jamais poussé la ligne rouge. J'étais chef de mission au Sénégal quand le président Abdoulaye Wade a perdu les élections. Et il y avait la ligne rouge. Le lendemain, la ville a repris comme si de rien n'était. J'étais également dernièrement aux élections en processus pendant 1 an sur le processus électoral sénégalais. Le Sénégal est un pays fort, je dis en termes de valeurs, qui sait ne pas franchir la ligne rouge. Mais pourquoi un pays qui est juste à côté de nous qui le fait? Pourquoi on ne peut pas le faire? C'est pour cette raison que souvent je prends le cas de... Pas que je fantasme sur le cas de Faye et de Sonko, mais je dis que ce sont des pays, ce sont des peuples, il y a des Sénégalais ici en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas différents de nous. Pourquoi nous, on doit avoir toujours cette tension? On parle même de Macky Sall. Macky Sall, même, le président Macky Sall, a eu même la grande d'esprit de dire à un moment, écoute, je me le dis, rien ne s'opposait, il pouvait y aller. Il pouvait faire tous les dégâts, il pouvait continuer à faire des dégâts. Mais il a dit, j'arrête. Donc il y a des lignes de non-retour. Et il faut qu'on ait ça, c'est des valeurs. Il faut qu'on ait ça. Quand un moment on dit, on parle. Maintenant, vous posez une très bonne question, et j'entends ça partout. Moi, il n'a pas été maire, il n'a pas été député, mais j'étais gouverneur, j'étais préfet. Il y a combien de personnes à Abidjan? 6-7 millions de personnes à Abidjan. Le préfet, il est nommé, il n'est pas élu par la population. Peu importe, il a la tête, tous les ministres gouverneurs sont nommés, n'est-ce pas? Tous les ministres gouverneurs de Côte d'Ivoire, de tous les districts autonomes, ils sont nommés. Ils sont à la tête des circonscriptions, donc j'ai été à la tête d'une circonscription. Maintenant, je vais vous expliquer de façon pédagogique la question des élus. Il n'est pas député, il ne peut pas être là. C'est ça. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été élu. Sa candidature a été refoulée 2 fois. Ce n'est pas un élu. Il est président de la République. Trump n'est pas un élu, il est président de la République. Et Macron n'était pas un élu. C'était comme ça aussi. Quand on le ridiculisait, il avait 5% des intentions de vote quand il a commencé. Il était le président de la République. Vous savez d'où vient ça? Les Ivoiriens parlent souvent de principes sans savoir l'origine des principes. Oui, qu'il faille être maire ou député pour faire sa progression vers la présidence de la République, c'est dans l'orthodoxie de la politique française. Et vous savez pourquoi? À cause de 3 éléments. Parce que si vous n'êtes pas, quand vous êtes député ou maire, il y a 3 éléments qui sont à vous. Premièrement, c'est votre idéologie. Et la France tient à ça. Vous êtes des Verts, de l'écologie, vous êtes socialiste, vous êtes de la droite. Donc déjà, votre position d'élu permet déjà de vous allier toute la population politique selon votre appartenance politique. Voilà pourquoi on demande d'être élu. Premier élément. Deuxième élément, c'est parce qu'en tant qu'élu, vous prenez des causes politiques ou sociales. Vous défendez la population. Vous montrez que vous pouvez vous battre pour ces populations-là. Et elles se reconnaissent en vous. C'est pour cette raison qu'on demande d'être élu ou député dans la politique française. Troisièmement, c'est parce qu'en tant qu'élu, si vous êtes député, vous êtes maire, vous avez une voix. Les médias vous appellent en tant que député. Vous participez au débat, vous avez l'exposition médiatique. C'est pour ces 3 raisons qu'on pense qu'il est facile d'être un élu. Mais ça, c'est la politique française. C'est la politique. Vous-même, M. Gaël, vous connaissez, à part peut-être les députés de chez vous, à Dabou, à Grand Laou, vous connaissez combien de députés de Côte d'Ivoire? Non, pas tous. On a 255 députés. Vous en connaissez combien? Vous pouvez citer 10 députés de Côte d'Ivoire? Non. Si pour être député, il faut être totalement... on est connu. Merci. Donc, voici un peu le principe, mais on transpose dans notre argumentation politique des faits sans savoir même pourquoi on dit qu'il faut être ceci. Quelqu'un qui a été préfet, qui a été à la tête d'une localité de millions de personnes, on dit pourquoi il n'a pas été dans une localité où les gens ont été élus avec 3 000, 4 000 voix. Beaucoup de députés que vous voyez ont été élus avec 3 000 voix, 4 000 voix, 5 000 voix. Allez regarder les élections. Beaucoup de maires ont été élus avec 5 000. Il y en a qui ont été élus avec 1 000 voix. Et ils sont maires. Ça fait 2 parce qu'ils ont 1 000 voix. Ils ont une statue nationale ou un ancrage national. Non, soyons dans le détail technique. Évitons les clichés. Ça ne nous permet pas de comprendre comment évolue la politique. Merci Vincent Toby. Arsène Anoma, question. La liste électorale sera publiée demain.
considérons que à la publication de cette liste électorale-là, l'ancien président Gbagbo, M. Blé Goudé, le président Thiam n'y figurent pas, et que par effet d'incidence, les candidatures soient rétorquées pour la présidentielle d'octobre. Vous, je suppose que vous figurez sur la liste, considérons que votre candidature soit validée à la présidentielle d'octobre. Est-ce que vous allez participer à la présidentielle ou bien vous allez la boycotter par solidarité à ces personnalités-là qui n'y participeront pas? J'attends la liste, bon aussi, et comme tous les autres, hein, comme tous les partis, j'attends la liste parce que j'étais inscrit. Je suis en train de faire de la politique fiction en fait. Non, j'attends la liste, je suis sérieux. Je suis sérieux parce que je suis inscrit quelque part, pas loin de vos studios. Mais lorsqu'ils ont affiché la liste provisoire, je me suis retrouvé dans le campement de Kwasi Bakro, dans la sous-préfecture de Tonla, dans le département d'Odiéné. Donc moi aussi, je suis anxieux, j'attends pour voir si je vais prendre ma voiture le jour du vote pour aller à Kwasi Bakro, que je n'ai jamais visité, ou bien si je vais voter ici à l'Épée Grand Moulin. Donc on est tous tendus, on attend. Voilà. Maintenant, là, vous faites entrevoir la question du boycott. Depuis que cette question de CEI et de liste électorale a commencé, je n'ai pas entendu le PPAC, je n'ai pas entendu le PDCI, je n'ai pas entendu un quelconque parti d'opposition prononcer le mot boycott jusqu'à présent. Personne n'a prononcé ce mot, malgré les situations. Mais ils disent qu'ils n'ont pas de plan B, hein, que ils n'ont qu'un seul plan. Est-ce que vous avez entendu un parti que je sache? Je n'ai jamais entendu le président Laurent Gbagbo le dire maintenant, je n'ai jamais entendu les responsables du PDCI. Donc personne n'a parlé de boycott des élections. Attendons qu'on arrive à des moments où les partis se décident quant à leur participation ou pas, et nous aviserons. Et nous vous dirons quelle est notre position. Mais pour l'instant, tout le monde s'en va aux élections. Bien. Monsieur le Président, quelle est votre ligne idéologique? Êtes-vous panafricain, libéral, social ou souverainiste? Et toutes ces questions reviennent tout le temps. Je dis, ne vous laissez pas encastrer par les idéologies de certains pays qui nous ont souvent imposé la façon de faire la politique. Et je l'ai dit ailleurs, je le répète, je suis pour un État qui assure ses fonctions régaliennes, la sécurité, la santé, l'éducation de ses citoyens, mais un État qui permet que ses citoyens vivent librement sur un socle démocratique. Écoutez, moi je suis allé à Da, dans le département de Bangolo. Je suis allé à Ofa, dans un village d'Agboville. Oui, je suis allé à Kumboni, dans la sous-préfecture de Diolatier-Doubou. Je suis allé à Tiémé et dans des villages de Côte d'Ivoire, à Bakro, dans des villages plantés au milieu de la forêt à Aguasso. Et j'ai vu des populations qui ont des aspirations. Et ces aspirations, qui sont des aspirations légitimes, demandent à être satisfaites. Le monde rural a besoin d'être conforté par certaines politiques agricoles. Les jeunes ont besoin d'emploi partout dans les centres urbains. Et c'est la réponse à ces problèmes-là que nous avons, les réponses que nous avons mises dans notre projet de société. Et c'est ce projet-là qui nous oriente. Il est un mélange de libéralisme, un mélange de socialisme, mais ce qui prévaut, je le répète, c'est de mettre l'âme dans le béton coulé, c'est-à-dire donner beaucoup d'humanité à notre vie aujourd'hui pour qu'il y ait espoir, pour que le petit planteur là, il puisse avoir quand même, puisse écouler ses produits sans avoir à trop souffrir les discussions au bon champ par des gens qui profitent de leur misère. C'est que le petit cultivateur qui a son manioc, ses ignames, puisse facilement les évacuer pour que ça vienne dans les grands marchés. Pour que le jeune homme qui a son diplôme ait espoir qu'il passe un concours et qu'il soit réellement retenu à cause de ses compétences, pas parce qu'il connaît des gens. C'est cette âme-là, c'est cette humanité que nous voulons. Et bien sûr, je l'ai dit, je le répète, c'est la liberté aussi. Bien. Il faut qu'il y ait beaucoup de liberté en État. Oui, monsieur le Président, voici les candidats aujourd'hui à la présidentielle. Donc, Monsieur le Président, je demandais comme ça, est-ce que vous avez été approché par un parti politique, notamment le RADP? Et puis, en dehors de vous, on ne voit personne d'autre avec vous qui est un visage connu en dehors de vous. On voit, bon, vous sentez d'être séduisant vis-à-vis de la jeunesse, vous les voyez partout, et puis vous tentez de leur donner un message d'espoir, ce qui n'est pas... Tous les partis le font plus ou moins. Je vois qu'au niveau du RADP, c'est tant bien que mal, mais en dehors de vous... bien que mal. En dehors de vous, on ne voit aucun autre visage qui vous accompagne. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez des gens avec vous? Vous imaginez le cheminement pour arriver à une candidature à la présidence de la République. On a du monde derrière nous. Je ne répondrai pas à votre question si les partis politiques nous ont approchés.
je ne répondrai pas à votre question. J'ai de bonnes relations avec tout le monde, avec tous les partis politiques. Relations humaines, relations d'intérêt et relations d'analyse de situation politique. Mais ne vous en faites pas, vous allez connaître toute l'équipe derrière nous. Ça a été volontaire pour nous d'arriver dans un contexte qui est celui de la Côte d'Ivoire. Ça a été volontaire. Juste une indiscrétion, monsieur le gouverneur. On me dit que vous êtes très proche des Dinka, du Premier ministre Dinka. Ah Est-ce bon? que c'est vrai? Moi, je vous demande ça parce que, avant de venir sur ce plateau, Ça, je ne vous savais êtes pas. très proche de lui. Très proche, ça veut dire quoi? Bon, vous êtes un de ses proches, c'est ce qu'on m'a laissé entendre. Je ne sais pas ce qu'il avait dit. Quand j'étais préfet, M. Duncan était vice-président, donc j'étais à toutes les cérémonies militaires. Et je crois qu'on le dit parce qu'il a fait un discours un jour à une université où j'ai fait la leçon inaugurale. Il a fait un discours dans lequel il avait trouvé que ma leçon était bien. Mais M. Duncan n'est pas quelqu'un, pour son âge, pour son expérience, je suis tout petit à côté de lui. Mais si on dit que je suis proche de lui, c'est vraiment un privilège d'avoir quelqu'un de rigoureux, de travailleur, d'honnête, d'intègre, comme le Premier ministre, le vice-président Duncan, d'être proche de lui. Mais je suis proche de lui. Je dis en termes de relations professionnelles, de pratiquement tous les responsables institutionnels de la République de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont exercé comme tout sont passés. C'était mon rôle en tant que préfet d'avoir cette relation-là. Donc je me réjouis d'avoir cette amitié. Mais être proche, c'est-à-dire aller manger tout le temps, se balader, non. Je n'ai pas encore cette amitié avec le président Duncan. Mais je le respecte beaucoup et il m'a toujours inspiré. Bien, Monsieur le Président, quelle, selon vous et pour vous, la principale urgence pour la Côte d'Ivoire? Urgence actuelle, sécurité, paix, éducation ou autre chose, ou réconciliation nationale? Oui, c'est tout en même temps. Vous avez mis le thème de la réconciliation. Je dis que nous ne sommes pas encore réconciliés, je le dis. Nous sommes allés dans des villages, dans des forêts, ici et là. Même à Abidjan, il n'y a pas de réconciliation. Oui, non, mais qu'est-ce que vous voyez? Donc vous avez échoué en tant que préfet par le passé? Non, ce n'était pas mon rôle. Moi, j'ai un rôle de stabilisation, de coordination administrative. Non, la réconciliation, il y avait des instances. Mais qu'est-ce qui vous dit que les Ivoiriens ne sont pas réconciliés? Non, parce que, ça se voit, 87 morts en 2020. Pour un pays qui a fait une élection où il y a eu 3000 morts avant. Mais nous sommes en 2025. 10 ans plus tard, 87 morts, ça veut dire que ce n'est pas encore fini. Et en 2025? Oui, mais parce qu'encore, ça se profile encore. Il y a des partis politiques qui regrettent de ne pas participer et qui disent qu'ils voudraient bien participer à toutes les... Je dis, ils entendent bien se faire entendre, ces partis politiques. Donc la réconciliation n'est pas encore effective. C'est vrai qu'il y a eu des forums, il y a eu des activités ici et là, mais la réconciliation n'est pas effective. Allez dans les villages. Et les 87 morts, ce n'étaient pas des morts d'Abidjan. Hein. Allez dans les villages, il y a eu des dévastations et il y a encore des stigmates dans les villages. Donc il faut poursuivre ce travail. Donc les priorités, telles que vous les avez dites, sont partout. Sont dans l'éducation, sont dans la jeunesse, sont dans l'emploi, sont dans la santé et sont dans la gouvernance de nos institutions. Aujourd'hui, voilà un processus électoral qui est décrié par des personnes. Ça veut dire que même la gouvernance, le fonctionnement simple de notre démocratie ça peut être le cas en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas une fatalité. Et c'est ce que je dis. Il y a des pays qui sont très pauvres, qui n'ont même pas un dixième des conditions ou des richesses de la Côte d'Ivoire, mais qui fonctionnent normalement. Où quelqu'un paye une élection, il part. Ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Ce n'est pas une fatalité. Et je dis qu'il faut déconstruire la Côte d'Ivoire de l'impossible. Il faut déconstruire. Tout est possible. C'est nous qui avons notre pays. C'est nous qui décidons de faire des élections. Pourquoi tout le temps on doit être fataliste pour dire ça n'arrive pas, ça n'arrive pas? Et nous sommes là pour porter cet espoir. Parce qu'il est possible que la Côte d'Ivoire vive en paix. Il est possible que les Ivoiriens vivent en paix. Il est possible qu'on ait des élections où le vainqueur dise bon, c'est bon, je m'en vais. Mais quand on a des intérêts, quand on agrée des intérêts matériels, financiers, personnels, claniques, tribaux, régionaux, aux élections où on pense que je ne suis plus là, je vais partir en prison, je vais partir en exil, je vais perdre tout, mais ça devient une affaire de vie ou de mort. Et ça crée cette dévastation. Il faut mettre fin à ça. C'est pour cette raison qu'on demande aux Ivoiriens de suivre notre projet. Parce que nous avons une vie totalement différente et nous serons le point de jonction maintenant pour repartir à zéro sur une démocratie plus stable que celle que nous voyons aujourd'hui. Nous avons beaucoup entendu cela et par le passé avec d'autres partis politiques. Quand ils étaient dans l'opposition, c'était le même discours. Au pouvoir, ça change. Qu'est-ce qui vous dit que vous ferez le contraire? Vous voyez, il y a une grande dimension spirituelle dans la conduite des communautés. Et il y a des valeurs morales qui se sont érodées. Et je pense que j'ai cette hauteur spirituelle et cette valeur morale-là pour conduire. Je n'ai pas envie, moi, d'être connu, comme je le dis partout, pour les postes que j'ai. Si un jour les Ivoiriens peuvent se souvenir de moi pour des actes que j'ai posés, je serai plus heureux que pour le poste que j'ai eu. Et vous, aujourd'hui, vous tous sur le plateau, vous avez eu l'amabilité de me recevoir. Le PDCI ne m'a pas trop attaqué aujourd'hui.
Le RHDP me ménage un peu. Lui, il dit l'indépendant. Mais c'est parce que vous avez une certaine relation, un certain respect pour moi. C'est ce respect-là qui nous oblige à dévoir au peuple une forme de gouvernance qui apporte la stabilité. Je voulais poser une question. Que pensez-vous? Quelle est votre lecture? Considérons que le président de la République actuelle soit désigné par son parti pour être son candidat à la présidentielle. Pensez-vous qu'il doit y aller ou y renoncer? Parce qu'on entend d'autres leaders de partis politiques dire qu'il ne devrait pas y aller. Et puis, de façon simple, vous avez, dans l'entame de votre intervention, parlé beaucoup de la jeunesse derrière les caméras. Qu'est-ce qui pourrait amener cette jeunesse-là à vous choisir, vous, le 27 octobre 2025, au détriment des autres candidats? Sans rentrer dans les détails, mais de façon succincte. Bien, on va répondre à tout cela en 1 minute 30 maximum, parce que nous sommes au terme Moi, de je voulais cette émission. compléter une petite question quand même pour... Malheureusement, Non, mais juste... sauf si ça va dans ouais, le non, sens. c'est On va quelque aller chose... rapidement. Il pourra le voir. Moi, je voulais demander quelle est votre responsabilité dans tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous parlez d'affrontements entre la population, de tout ce qui est mal-gouvernance. Quelle est votre part de responsabilité, si vous y voyez? Vous pourrez finir sur ma question, la place de Dieu dans votre vie, parce que vous en parlez beaucoup. Vous pourrez finir. Je ne finis pas sur votre question, je commence sur votre question. D'accord. Dieu est central. Dieu est Et central. je pense que ce n'est pas amour pour Dieu, ce n'est pas crainte de Dieu que nous faisons la mission que nous avons. Parce que nous pensons que Dieu a créé ce monde pour qu'il soit heureux. Et que ce sont les hommes qui créent les artifices pour la destruction, pour les guerres, pour les inimités, pour la corruption, pour le désordre, pour l'iniquité. Et ce n'est pas respect pour Dieu, ce n'est pas crainte pour Dieu, ce n'est pas inspiration de Dieu que nous avons pris ce cheminement. Sinon, nous serions dans les appareils de la République en train de mener une vie comme tout le monde le mène aujourd'hui. Donc, ce n'est pas crainte pour Dieu. Ma responsabilité dans tout ce qui s'est passé, moi, je suis en Côte d'Ivoire depuis 10 ans seulement. Hein. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire pendant les grands skis qu'il y a eu. Et à mon poste de responsabilité, j'ai exécuté des missions que j'avais. Maintenant, pour la question de la... Vous n'avez aucune responsabilité. Pardon? Vous n'avez aucune responsabilité dans tout ce que la Côte d'Ivoire a subi. Vous voulez dire que j'étais à des postes de responsabilité quand il y a eu une déflagration? Non, mais forcément, chacun... Oui, je n'étais pas là en 2020. Je n'étais pas là aux élections de 2020. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Je travaillais dans les institutions internationales quand il y a eu la crise. Mais je n'avais pas pourtant tout Ivoirien peut-être a joué un rôle ici et là. Mais je n'avais pas de poste. Parce que c'est ça que vous voulez dire. Bien, on va répondre aux autres questions. Dernier élément, je vais lui dire sa première question, mais la dernière question sur le président Ouattara. Monsieur Alomba, soyons honnêtes. Hein. Vous êtes RHGP, on m'a dit. Vous avez bien fait de dire on. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. Monsieur Alomba, est-ce que, honnêtement, ça ne m'appartient pas de décider quel candidat le RHGP prend. Et c'est une grosse machine. Mais est-ce que vous êtes fier de l'image du président Ouattara dans le monde entier? Moi, j'ai toujours admiré le président Ouattara depuis mon enfance au lycée et mes collègues d'enfance le savent. Vous êtes fier de cette image d'un président qui a été là, qui a fait ce qu'il a fait pour le pays. Et allez Google le nom du président Ouattara. Tous les jours, vous avez des dizaines, des centaines de postes. Est-ce que vous êtes fier de l'image d'un président? Et il appartient à des gens aujourd'hui, dans sa proximité, de dire il y a quelque chose, il y a quand même une image. Allez dans les régions. Avant, moi, je dis tout le temps, je suis dans les pays tels que le Malawi, on me dit, mais vraiment, votez pour le président Ouattara quand il était dans l'opposition, parce que dans le monde entier. Mais je vous ramène quelque chose. Je vous le dis. Non, vous ne pourriez pas. Non, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, moi j'étais dans la Guinée au pré-congrès. Mais les populations demandent à ce qu'il soit. Merci à vous, qu'il ne pas comme candidat. d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous ferons maintenant place à la rubrique Le carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge et le premier carton rouge de cette émission avec Michel Betta. Oui, moi, mon carton rouge s'adresse particulièrement à la CEI. La liste électorale va sortir demain, certainement. Et au moment où tous les partis politiques s'accordent à dire que cette liste électorale est truffée d'irrégularités, tout le monde l'a reconnu, on s'entête à vouloir publier une liste électorale sans audit. Et moi, personnellement, je pense que la CEI est en train de jouer un rôle néfaste dans la conduite du processus électoral. Bien, Arsène Anoma, carton rouge. Moi, mon carton rouge, c'est à l'endroit des chauffeurs, des conducteurs de gros camions. Parce que le dernier accident meurtrier qui a eu lieu sur la voie express de Yopougon a été causé par un conducteur de gros camions.
Et la dernière fois, moi-même, personnellement, j'allais à Boaké, à l'inauguration du CHR de Boaké, et on a failli être embouti par un conducteur de gros camions. Ils sont très imprudents sur les routes parce qu'ils se sentent en sécurité dans leur mastodonte. Donc vraiment, un carton rouge à l'endroit de tous ces chauffeurs qui comprennent qu'ils mettent en danger la vie des citoyens, de pères, de mères, de famille, et qu'ils se ressaisissent et qu'ils soient assez civilisés, assez responsables au volant de leur véhicule. Gaël Lacroix, carton rouge. Bien, mon carton rouge va aller dans le même sens que Hassen. Je ne vais pas le changer parce que cette actualité récente, la semaine dernière, a vraiment choqué la Côte d'Ivoire. On a connu un mardi noir avec 4 morts. Après, les responsables du transport sont venus encore nous servir les mêmes choses qu'on a l'habitude de voir, des décisions que moi j'ai qualifiées de réchauffées, parce que ce sont des décisions qui sont prises et puis qui ne sont pas appliquées. Et à cela, j'ai dû même produire des écrits qui sont dans la presse, mais j'ai fait une proposition et je veux la donner ici. C'est que désormais, chaque Ivoirien se sente, comme on appelle, son propre protecteur. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un véhicule, vous pouvez, à l'aide de votre téléphone, mesurer la vitesse à laquelle le chauffeur va. Et il appartiendra maintenant aux autorités de pouvoir nous mettre en place un numéro vert ou bien un truc comme ça avec la technologie, de sorte à ce que chaque citoyen, quand il constate quelque chose, un mauvais comportement du chauffeur, il puisse signaler directement avec l'immatriculation et puis ça va essayer de régler un peu les choses. Bien. Vincent Toby, à vous maintenant de faire un coup de gueule sur un sujet de votre choix. Vous voyez, c'est ce que j'appelle la Côte d'Ivoire des valeurs. J'ai chahuté mon frère Noma. Je vous ai également chahuté. Bon, mon collègue ici a parlé d'élection, mais j'avais le même carton rouge quand je venais ici. Vous avez parlé de gros camions, de vitesse. On parle de toute la route aujourd'hui. Et la route aujourd'hui est le symbole de ce qu'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les gens roulent, ceux qui ont un peu de pouvoir, qui ont une voiture à plaque jaune, gyrophare. D'abord, il y a tout le monde a un gyrophare à Abidjan. Ça ne dérange personne. On peut quand même contrôler. Tout le monde a un gyrophare. Dans ma vie, je n'ai jamais eu autant de gyrophares dans cette Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui roulent à contresens sur le trottoir. Et ce n'est pas normal. Et c'est ce que nous disons. Ce désordre-là, il devient normal pour les Ivoiriens. Et c'est comme ça qu'on détruit un État. Nous, on veut de l'ordre et de la discipline qui font partie de notre projet de société. On veut que les Ivoiriens croient que l'ordre est possible. Comme ça existe. Pourquoi les mêmes Ivoiriens, quand ils prennent l'avion, qu'ils arrivent à Paris, ils arrivent à Perth, ils arrivent à Bruxelles, ils roulent normalement. Mais quand ils sont chez eux en Côte d'Ivoire, ils vont dans les voitures, sur la chaussée, le trottoir, partout, il n'y a pas de place. Il y a ce désordre, on ne respecte pas les agents de sécurité. Non, c'est un problème. Et je vous dis, si on ne rêve pas de pouvoir améliorer la vie de notre pays, si on ne rêve pas d'apporter de l'ordre dans notre pays, c'est que c'est fini pour nous. Notre pays va continuer à chuter comme ça. Et ce désordre-là, il faut y mettre fin. Il faut que les Ivoiriens se conforment à la loi, à l'ordre. Il faut les principes de vie commune. Il faut qu'on le fasse. Et c'est pour cette raison que nous disons, il faut mettre une âme dans le béton. Cette humanité-là, il faut la réveiller pour qu'on ait un peu de respect, un peu d'humanité pour toutes ces personnes des classes défavorisées, qu'on respecte même celui qui traverse la route, celui qui marche au bord de la route. Donc, j'ai un carton rouge pour le désordre sur la route qui semble être le reflet du désordre de la vie sociale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est dommage. Il faut mettre fin à cela. Bien. Vous aimez les chiffres? Les chiffres de? Tous les chiffres? J'aime les chiffres. Bien. On verra tout à l'heure. Place au chiffre du jour. Voilà, nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique qui met en avant des chiffres en rapport avec l'actualité ivoirienne et internationale. Le chiffre du jour, c'est 715 006. En effet, les statistiques de la liste électorale 2024-2025 sont tenues. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs représentant 8,92%. Pour rappel, la liste électorale définitive en Côte d'Ivoire sera publiée demain, mercredi, qui fera d'ailleurs l'objet de l'émission de demain. Réaction là-dessus, Vincent Toby? Oui, il y a eu quand même une progression de 8% et c'est une bonne chose. 715 006 électeurs, nouveaux électeurs inscrits. C'est beaucoup moins que ce à quoi on s'attendait, mais c'est déjà bien avec cette progression de 8%. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, la Côte d'Ivoire a l'une des plus faibles populations électorales d'Afrique. Aujourd'hui, on remonte à 33,33% environ de la population électorale qui est inscrite sur les listes électorales. C'est bien loin des 50%, des 64%, des 74% des pays tels que le Ghana, la Namibie et autres. Mais c'est déjà bon à prendre par rapport à ce qu'on avait en 2023, où nous étions environ à 24%.
Donc, c'est déjà pas à pas. Il faut que l'éducation civique continue pour qu'on ait une liste électorale qui reflète vraiment cette population ivoirienne qui a envie de participer au processus politique. Bien, Gaël Akpa. Bien, ben, moi, je vais m'appuyer d'abord sur les prévisions de la commission électorale qui avait avancé pouvoir avoir autour de 4 millions de nouveaux inscrits. Si aujourd'hui, on a pu avoir 715 000, bon, ça ne fait pas la moitié de 4 millions. Et effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes d'ordre administratif. Certains partis d'opposition ont beaucoup parlé de ces problèmes-là qui empêchaient beaucoup d'Ivoiriens à pouvoir aller. Il y a eu la question du délai, tout ça. Je ne vais pas revenir sur le fond du sujet. Mais pour moi, c'est un peu mitigé. J'aurais voulu qu'on se retrouve avec 3 millions de nouveaux inscrits. On n'a pas pu. Il y a l'opposition qui a demandé qu'on fasse encore la révision, qu'on ouvre encore. La CEI s'est expliqué pour dire qu'il compte le faire après. Je pense qu'avant, ça aurait été mieux. Et puis, bon, je note aussi peut-être un désintéressement de certaines populations. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont plus foi. On aura revenir là-dessus demain. Arsène Anoma, réaction? Bon, pour moi, c'est un bon chiffre. Il y a une progression, donc je suis satisfait. Comme l'a dit le président, il faut continuer la sensibilisation civique pour que nos populations comprennent que le vote, c'est important. En Côte d'Ivoire, le vote n'est pas obligatoire, donc chacun est libre d'y prendre part ou pas. Donc, il faudrait qu'on pense à trouver des mécanismes capables de faire grimper le nombre des électeurs et le taux de participation à nos élections. Michel Beta, pour terminer. Vous avez parlé des chiffres. Les chiffres, moi, je dis, on peut leur faire dire tout. Hein. Aujourd'hui, nous sommes à 700 000 inscrits. Moi, je pense que c'est du fait... 700 000 nouveaux. Ouais, nouveaux inscrits, bien entendu. Moi, je pense que c'est du fait de la machine même de la CEI. Parce que d'aucuns ont estimé que les documents afférents, d'abord même la communication en début de révision de la liste électorale, nous avons vu un peu le chevauchement entre les dits du président de la CEI et puis certains de ses collaborateurs. Et de deux, lorsque nous avons fini cette révision-là, on a vu que beaucoup de nos concitoyens avaient leurs documents encore chez certains dans l'administration, sans pouvoir venir à le temps de venir s'inscrire. Voilà, donc je dis qu'il faut relancer la machine. Il faut relancer la machine parce qu'il y a un besoin. Merci Michel Beta. Voilà. Merci à vous Vincent Tobi Irié, candidat déclaré à la présidentielle, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous espérons vous revoir très prochainement sur ce même plateau pour d'autres questions qui seront posées par moi et également nos différents consultants. Merci à vous, Arsène Anoma, Gaël Akpa, Michel Beta. Chers téléspectateurs, pendant que nous enregistrons cette émission, nous entendons une nouvelle au niveau des Bouaké où des détonations ont été entendues au camp pénal des Bouaké. Nous allons bien sûr revenir sur cette question après les informations qui seront en tout cas données par les sources sécuritaires. Portez-vous bien, rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre deux News, bien sûr, sur la publication de la liste électorale définitive ivoirienne. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.